Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Nous allons remonter aujourd'hui au VIe siècle, à l'époque mérovingienne. Une époque marquée par la violence, des luttes fratricides entre les descendants de Clovis. Mais curieusement, avec les chroniques de Grégoire de Tours, c'est l'affrontement de deux femmes qui a illustré parfaitement cette recherche féroce du pouvoir. Deux femmes prêtes à tout pour le conquérir et le conserver. Elles se nomment Brunehaut et Frédégonde. En 561, à la mort de Clotaire, dernier fils de Clovis, le royaume franc est partagé entre ses quatre fils selon la coutume germanique. Mais pour notre sujet du jour, nous allons nous intéresser à deux d'entre eux plus particulièrement. Sigebert, le roi d'Austrasie, et Chilpéric, roi de Neustrie du Nord. En 566, Sigebert a épousé la belle et raffinée Brunehaut, ou Brunehilde selon les appellations, fille cadette du roi des Visigoths, Athanagilde. Alors je vous fais une petite parenthèse, car si vous cherchez un prénom original pour votre futur enfant, prenez des notes. Son frère, Chilpéric, est marié à Audover, mais est fasciné par sa belle-sœur. Il ne manque pas pourtant de concubines, en particulier la belle et rusée Frédégonde, servante de la reine d'origine gauloise qui ambitionne de sortir de sa modeste condition. Elle va avoir l'occasion de prouver ses talents de Machiavel quand Audover veut faire baptiser sa fille Childeswinde. Je vous avais prévenu, hein. La marraine étant absente le jour de la cérémonie, et devant l'impatience des invités de passer aux festivités, Frédégonde propose à la reine de devenir la marraine de sa propre fille, ce que la naïve Audover accepte avec enthousiasme. Mais au retour du roi, partie guerroyer, la maîtresse s'empresse de lui raconter cette situation peu banale. Car si le roi peut coucher avec sa femme, il ne peut le faire avec la marraine de son enfant, considérée comme une sœur des parents, selon le droit canon. Finalement, sans hésitation, il répudie Audover et l'envoie avec son bébé prendre le voile dans un couvent. Frédégonde se frotte les mains, car elle se voit déjà reine. Mais patatras, Chilpéric, qui vient d'hériter d'une partie du royaume de son frère Caribert, veut rivaliser avec Sigebert, en épousant la sœur de Brunehaut, Galswinte. Si la jeune femme est douce et vertueuse, elle est beaucoup moins jolie et n'a pas le charisme de sa sœur. De plus, elle comprend vite qu'elle va devoir composer avec Frédégonde, ce qu'elle ne peut accepter et envisage un retour chez elle. Chilpéric, craignant qu'elle ne reparte avec la dot, la fait étrangler et tente de faire passer cela pour un accident. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Mais au royaume d'Austrasie, personne n'est dupe. Brunehaut, qui vient de perdre son père, compte bien la venger avec l'aide de son mari et de son beau-frère Gontran. Une vendetta germanique appelée Fed. Surtout que Chilpéric n'attend pas longtemps pour convoler avec Frédégonde. Pour éviter la guerre, il propose une compensation financière pour la mort de Galswinte, ainsi que plusieurs villes d'Aquitaine à Brunehaut.
Mais il ne tient pas parole et lance une guerre contre Sigebert. Mais vaincu, il se réfugie à Tournai. L'armée et une partie des nobles neustriens se rallient à Sigebert et le proclament roi de Neustrie à Vitry-en-Artois. Il s'installe à Paris, dans la capitale de son frère, et fait venir sa femme, ses 2 filles et son fils. Puis il part seul se faire couronner. Mais Frédégonde a dépêché 2 tueurs déguisés en pages, qui vont planter leurs poignards dans la poitrine du roi. Des poignards enduits de poison pour plus de sûreté. Ah, charmante Frédégonde. À Paris, en apprenant la mort de son époux, Brunehaut comprend que son fils de 5 ans, Childebert, est en danger. Surtout que les nobles ont de nouveau changé de camp. Elle le fait s'échapper pour retourner en Austrasie, où il est couronné roi sous la tutelle de son oncle Gontran. Elle est emprisonnée, puis envoyée dans un couvent à Rouen. Mais Mérovée, le fils de Chilpéric et d'Odovaire, tombe amoureux d'elle et l'épouse. Coup de foudre vraiment ou manœuvre politique? Le doute est permis. C'est beau l'amour, mais quand Chilpéric apprend ce mariage, il arrive furieux à Tours où les Turtereaux passent leur lune de miel. Il finit cependant par leur pardonner et part avec son fils reprendre Soissons qu'un seigneur champenois avait investi pendant leur absence. Mais Chilpéric reproche à son fils cette campagne. Finalement, il le fait tonsurer et envoyer dans le monastère Saint-Calais près du Mans, tandis que Brunehaut et ses 2 filles sont renvoyés en Austrasie, où les nobles lui font comprendre qu'elle n'a pas intérêt à se mêler de politique. De son côté, Mérovée s'enfuit du monastère et tente de rejoindre sa belle, mais les seigneurs d'Austrasie s'y opposent. Désespéré et abandonné, il demande à un fidèle compagnon de le poignarder. Mais revenons à Frédégonde. Les 3 fils qu'elle a eus avec Chilpéric meurent en bas âge. Furieuse de ne plus avoir d'héritier, elle fait accuser de leur mort Clovis, le fils qu'a eu Chilpéric avec sa première épouse. Elle le fait emprisonner et assassiner. Mais en 584, elle donne naissance au futur Clotaire II. Chilpéric, tout heureux d'avoir un nouveau fils, rentre de la chasse. Mais dans la forêt de Chelles, un inconnu le frappe de 2 coups de poignard. Oui, je sais, c'est vraiment une habitude chez eux. Qui a commandité ce crime? Frédégonde? Ah non, on va quand même pas lui mettre tout sur le dos. On peut supposer que Brunehaut avait tout intérêt à voir disparaître son beau-frère. Après la mort de Childebert II, sans doute empoisonné sur ordre de... Voilà. Le royaume de Neustrie et celui d'Austrasie se retrouvent aux mains des 2 ennemis qui vont se livrer d'incessantes et féroces batailles pour privilégier leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais en 597, Frédégonde meurt tranquillement dans son lit. Un paradoxe pour celle qui a semé les morts violentes tout autour d'elle. Brunehaut va alors profiter de quelques années de répit avant d'être livré en 613 près de Dijon à Clotaire II, le fils de Frédégonde. Il va l'accuser de tous les crimes. La vieille reine est torturée pendant 3 jours, puis est promenée sur un chameau pour être humiliée et insultée par ses soldats. Pour parachever sa vengeance,
il la fait attacher par les cheveux, un bras et un pied à la queue d'un cheval indompté, qu'on va ensuite lancer au galop. Le corps déchiqueté de la malheureuse n'est bientôt plus qu'une paix sanguinolente. Ainsi se termine de façon horrible la guerre des reines. La dynastie mérovingienne va encore durer près de 150 ans, sous le règne dit des rois fainéants, avant que le maire du palais d'Austrasie ne prenne le pouvoir et soit à l'origine d'une nouvelle dynastie. Son nom, vous le connaissez tous, un certain Charles Martel. Voilà, merci d'avoir suivi cette histoire à la fois complexe et sanguinaire. Et n'oubliez pas, avec moi, faites vivre l'histoire. Salut! Pour rester dans le thème de ma vidéo, je vous conseille de regarder sur YouTube L'Enfant des loups, un téléfilm en 3 parties tiré d'un roman de Régine Desforges. Il raconte l'histoire de Vanda, une petite fille trouvée dans la forêt au milieu des loups. Elle est recueillie dans un couvent près de Poitiers. Ce couvent a été créé par Radegonde, qui a été reine des Francs et qui a fui son mari Clotaire, celui dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Cette histoire est inspirée de faits réels qu'on a appelé la révolte des nonnes. Ce téléfilm reflète assez bien la brutalité de l'époque. Il y a quelques scènes un petit peu difficiles et la condition des femmes. Au niveau de la distribution, on trouve Marissan Bérançon, qui jouait dans Barry Lyndon, Marie-Christine Barrault ou Maurice Barrier. Un sujet historique assez peu traité à la télévision et au cinéma, et qui vous changera des Vikings de Netflix. Voilà, bon visionnage et à bientôt! Au temps, au bon temps des rois fainéants, tiki tiki tic.